Et si je te disais que la légende la plus terrifiante d'Amérique latine n'est pas qu'une simple histoire pour faire peur aux enfants, mais le récit déformé d'une tragédie réelle qui s'est produite il y a 500 ans. Et si la Llorona, cette femme fantomatique qui pleure ses enfants dans la nuit, avait réellement existé? Ce que tu vas découvrir aujourd'hui remet en question tout ce que tu croyais savoir sur ce mythe. Bienvenue sur Récits nocturnes, où nous explorons les histoires qui te tiennent éveillé la nuit. Aujourd'hui, nous allons faire quelque chose de différent. Nous n'allons pas simplement te raconter la légende de la Llorona, comme tu l'as entendu 1000 fois. Non. Nous allons remonter le temps jusqu'au Mexique colonial du XVIe siècle pour découvrir la vérité cachée dans des documents poussiéreux que personne n'avait vraiment examiné jusqu'à présent. Nous allons suivre la piste d'une femme dont le destin tragique pourrait avoir donné naissance au mythe le plus persistant du continent américain. Prépare-toi, car ce voyage va transformer ta compréhension de cette légende pour toujours. Avant de plonger dans cette histoire fascinante, si tu aimes ce type de contenu qui mélange mystère et recherche historique, abonne-toi à Récits nocturnes et active la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines investigations. Et maintenant, laisse-moi dans les commentaires depuis quel pays tu nous regardes. Je suis vraiment curieux de savoir jusqu'où cette légende a voyagé et touché les gens à travers le monde. Commençons par ce que tout le monde connaît. La Llorona, ou la pleureuse, est décrite comme une femme vêtue de blanc qui erre près des rivières et des lacs en pleurant ses enfants noyés. Un cri déchirant traverse la nuit. Mais d'où vient vraiment cette histoire? Pourquoi a-t-elle survécu pendant plus de 500 ans? La réponse pourrait te surprendre, car elle se trouve dans les archives coloniales espagnoles du XVIe siècle, des documents qui dormaient dans les bibliothèques mexicaines depuis des générations. En 1531, quelques années seulement après la conquête espagnole du Mexique, les chroniqueurs espagnols commencent à documenter des événements étranges dans la nouvelle colonie. L'un de ces chroniqueurs, Fray Bernardino de Sahagún, mentionne dans ses écrits une femme indigène qui aurait perdu ses enfants dans des circonstances tragiques. Mais ce n'est pas tout. D'autres documents de cette époque, récemment redécouverts par des historiens mexicains, font référence à une femme nommée Luisa, qui vivait dans les faubourgs de Mexico Tenochtitlan, la capitale aztèque conquise par les Espagnols. Qui était cette Luisa? Les documents suggèrent qu'elle était une femme d'origine indigène qui avait une relation avec un conquistador espagnol. Dans le contexte de l'époque, ces unions étaient courantes, mais rarement reconnues officiellement. Les hommes espagnols prenaient souvent des femmes indigènes comme concubines, leur promettaient le mariage, puis les abandonnaient pour épouser des femmes espagnoles de leur classe sociale. Luisa aurait eu 3 enfants de cette relation, des enfants métis qui occupaient une position sociale ambiguë dans la société coloniale naissante. Voici où l'histoire prend un tournant sombre, et tu vas comprendre pourquoi cette tragédie a pu donner naissance au mythe. Les documents indiquent qu'en 1537, le conquistador avec qui Luisa vivait a annoncé son mariage imminent avec une femme espagnole nouvellement arrivée de la péninsule ibérique. Imagine la situation. Luisa se retrouve abandonnée avec 3 enfants dans une société qui ne reconnaît pas leur statut, où ils ne sont ni complètement indigènes, ni acceptés comme espagnols. La désespération de cette femme devait être insupportable. Ce qui se passe ensuite est documenté de manière fragmentaire, mais troublante. Des témoignages de l'époque mentionnent qu'une femme a été vue errant près du canal de Texcoco, l'un des principaux cours d'eau qui traversait alors Mexico. Elle pleurait et criait de manière déchirante, cherchant quelque chose ou quelqu'un. Quelques jours plus tard, selon les registres paroissiaux, 3 corps d'enfants ont été retrouvés noyés dans ce même canal. Les âges
correspondent exactement à ceux des enfants de Louisa. Les autorités coloniales ont mené une enquête sommaire, comme l'attestent les documents judiciaires conservés aux archives générales de la nation à Mexico. Louisa a été interrogée, mais jamais formellement accusée. Les témoignages sont contradictoires. Certains voisins affirment l'avoir vue près du canal avec ses enfants le jour de leur mort. D'autres jurent qu'elle était ailleurs. Le dossier se termine abruptement, sans conclusion claire, ce qui était fréquent à l'époque, lorsque les victimes ou les accusés étaient indigènes. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Et c'est ce qui est fascinant. Dans les semaines qui suivent la tragédie, les chroniqueurs commencent à rapporter quelque chose d'étrange. Des habitants affirment entendre des pleurs de femmes la nuit près des canaux. Certains disent avoir vu une silhouette blanche flottante qui cherchait quelque chose dans l'eau. Fray Bernardino lui-même note dans ses écrits que les indigènes parlent d'une femme fantôme qui pleure ses enfants, mêlant cette nouvelle histoire à d'anciennes légendes aztèques sur Cihuacoatl, une déesse qui pleurait la nuit en présageant des malheurs. Voilà comment une tragédie humaine réelle, documentée dans les archives coloniales, a pu se transformer en légende. Louisa, si c'est bien elle, la femme derrière le mythe, représente des milliers de femmes indigènes, victimes du système colonial brutal, des femmes dont les histoires ont été effacées ou transformées en contes pour effrayer les enfants. Mais les documents sont là, attendant que nous les lisions avec de nouveaux yeux. Et ce n'est que le début de l'histoire. Ce mythe a voyagé et s'est transformé à travers tout le continent. Maintenant que nous avons découvert les origines possibles de La Llorona dans le Mexique colonial, une question fascinante se pose. Comment cette histoire locale d'une femme nommée Louisa s'est-elle transformée en un phénomène continental qui traverse aujourd'hui 18 pays d'Amérique latine? Et pourquoi, 500 ans plus tard, des gens continuent-ils à rapporter des rencontres avec cette figure fantomatique? La réponse révèle quelque chose de beaucoup plus profond qu'une simple légende urbaine. Ce qui est extraordinaire avec le mythe de La Llorona, c'est sa capacité d'adaptation. Chaque pays, chaque région, chaque communauté l'a façonnée selon son propre contexte culturel et ses traumatismes historiques. Au Guatemala, elle est souvent associée aux femmes indigènes, mayas, victimes de violences pendant les périodes de conflit. En Colombie, certaines versions la lient aux femmes disparues pendant le conflit armé. Au Salvador, elle incarne les mères qui ont perdu leurs enfants pendant la guerre civile. Tu vois le pattern? Ce n'est pas juste une histoire de fantômes, c'est un récit qui canalise la douleur collective des femmes marginalisées à travers l'histoire latino-américaine. Mais attendez, parce que ce qui vient est encore plus troublant. Les variations du mythe ne sont pas que thématiques, elles sont aussi géographiques, de manière très spécifique. Au Mexique, la Llorona apparaît près des canaux et rivières urbaines, rappelant les canaux de l'ancienne Tenochtitlan. Au Venezuela, elle hante les rives de l'Orénoque. En Argentine, on la retrouve près du Rio de la Plata. Chaque culture l'a placée près de ses propres cours d'eau significatifs, comme si le mythe suivait les routes migratoires et commerciales coloniales, s'adaptant au paysage local, tout en conservant son essence fondamentale. Ce qui est encore plus fascinant, c'est la persistance des témoignages modernes. Et je ne parle pas d'histoires vagues, racontées par ta grand-mère, mais de rapports documentés du XXIe siècle. En 2012, à Monterrey au Mexique, plusieurs témoins ont contacté les autorités locales après avoir entendu des pleurs déchirants près de la rivière Santa Catarina pendant plusieurs nuits consécutives. La police a investigué mais n'a rien trouvé. En 2017, au Nouveau-Mexique aux États-Unis, une vidéo amateur montrant une silhouette blanche près d'un canal est devenue virale, accumulant des millions de vues avant d'être qualifiée de canular,
bien que jamais définitivement démystifiée. Mais voici ce qui me fascine vraiment dans ces rapports modernes. Quand tu analyses les témoignages, tu trouves des éléments communs troublants qui transcendent les époques et les frontières. Les témoins décrivent presque universellement une sensation de froid intense, des pleurs qui semblent venir de partout et nulle part à la fois, et une silhouette féminine en blanc ou en vêtements pâles près de l'eau. Ces constantes suggèrent soit une expérience partagée profondément ancrée dans la psyché collective, soit quelque chose d'autre que nous ne comprenons pas encore complètement. Pense à ceci. Pourquoi cette légende en particulier a-t-elle survécu alors que des milliers d'autres histoires coloniales ont disparu? Les anthropologues suggèrent que la Llorona remplit plusieurs fonctions sociales cruciales. D'abord, elle sert d'avertissement aux enfants pour qu'ils restent loin des cours d'eau dangereux, une fonction pratique de sécurité. Ensuite, elle donne une voix aux femmes marginalisées et victimisées de la société latino-américaine, créant un espace narratif pour exprimer des traumatismes collectifs qui n'ont jamais été officiellement reconnus ou traités. Mais il y a une troisième fonction, peut-être la plus importante. La Llorona représente la culpabilité maternelle, ce sentiment universel d'inadéquation que tant de mères ressentent, amplifié dans des contextes de pauvreté, violence ou marginalisation sociale. Quand une mère écoute l'histoire de la Llorona, elle ne voit pas qu'un monstre, elle voit ses propres peurs les plus profondes incarnées. C'est cette résonance émotionnelle qui maintient le mythe vivant, génération après génération. Alors, que devons-nous faire de tout cela? La Llorona était-elle Louisa, cette femme tragique du XVIe siècle? Ou est-elle un amalgame de centaines, voire de milliers de femmes qui ont vécu des tragédies similaires à travers l'histoire coloniale et post-coloniale de l'Amérique latine? Peut-être que la question elle-même manque le point essentiel. Ce qui est certain, c'est que 500 ans après que cette légende ait pu naître d'une tragédie réelle, elle continue de résonner avec des millions de personnes. Peut-être que la vérité de la Llorona ne réside pas dans son identité historique spécifique, mais dans ce qu'elle représente, dans les histoires qu'elle nous permet de raconter sur nous-mêmes et notre histoire collective. Elle continue d'évoluer, s'adaptant aux nouveaux contextes, tout en conservant son pouvoir émotionnel fondamental. Et peut-être que tant qu'il y aura des femmes marginalisées, des enfants en danger et des sociétés aux prises avec leur passé colonial violent, la Llorona continuera de pleurer dans nos nuits. Avant de nous quitter, si cette investigation t'a captivé et que tu veux explorer plus de mystères qui mêlent histoire et légende, abonne-toi à Récits Nocturnes. Nous continuerons à déterrer ces histoires fascinantes qui se cachent entre les faits et la fiction. La prochaine fois, nous explorerons un autre mythe qui pourrait avoir des racines bien plus réelles que tu ne l'imagines. Merci d'être resté jusqu'au bout de cette enquête fascinante. Pense à la Llorona différemment la prochaine fois que tu entendras son histoire. Et souviens-toi, derrière chaque légende se cache souvent une vérité que l'histoire officielle a préféré oublier. À très bientôt pour une nouvelle investigation nocturne.